Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Je suis Pauline, technopédagogue, et j'ai le plaisir de m'inviter dans vos oreilles pour que nous explorions ensemble des enjeux, des outils et des bonnes pratiques pédagogiques ou technopédagogiques. En tant que service d'appui à l'enseignement-apprentissage et à l'innovation pédagogique de la Haute École, le CDTP informe, sensibilise et outille la communauté éducative pour qu'elle s'approprie et prenne une part active à la transition numérique. Depuis nos studios, je vous accompagne dans ce podcast qui explore l'une des compétences clés du cadre de référence européen des compétences numériques des citoyens, DIGCOMP 2.2, la sécurité de nos appareils numériques. Nous allons, avec mon invité, explorer cette compétence méconnue et vous donner des outils et des conseils pour mieux l'appréhender. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans le monde passionnant des compétences numériques avec les podcasts du CDTP. Aujourd'hui, nous rencontrons Sébastien Strebel, enseignant en informatique à la Haute École Léonard de Vinci et chargé du cours de cybersécurité. Bonjour Sébastien. Bonjour Pauline. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots à nos auditeurs et auditrices et votre rôle au sein de la Haute École ? Je suis enseignant maintenant à Vinci depuis 3 ans et j'ai créé il y a 2 ans maintenant le cours de cybersécurité. Merci. Pourriez-vous également présenter ce cours de cybersécurité ? C'est un cours d'option dans le département informatique qui a pour but de découvrir le métier de pentester. Le pentester, c'est la personne qui réalise une attaque sur demande d'une entreprise pour tester la sécurité de ses systèmes. Et pourquoi est-ce important de sécuriser ces usages ? De quel type d'usage parle-t-on dans cette compétence protéger ces appareils numériques ? Ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'on est tous à risque au final. Il y a toujours plus de cyberattaques actuellement et n'importe quel usage numérique peut comporter des failles. En fait, la sécurité, c'est une affaire du quotidien. On est tout le temps à risque. Quelles sont les menaces qui existent dans le domaine de la sécurité de nos appareils ? En fait, il n'y a pas d'appareil particulièrement plus à risque, c'est surtout une question d'usage. Tout dépend de l'objectif de l'attaquant en fait. Souvent, c'est pas une personne qui est visée, c'est une entreprise ou c'est des données. Mais à travers quelqu'un, ça peut donner une porte d'entrée dans le système informatique et c'est comme ça que les attaquants peuvent réaliser leurs attaques. Donc, en fonction des objectifs de l'attaquant, il y a plein de menaces qui sont possibles. Une menace classique, c'est l'attaquant veut simplement nuire à une entreprise. Et une attaque classique dans ce cas-là, c'est les attaques par déni de service. L'objectif de ces attaques, c'est de surcharger des requêtes et alors dans ce cas-là, les systèmes de l'entreprise ne sont plus accessibles. Bon, pour un utilisateur classique, pour nous, c'est pas tellement ça qui nous importe parce qu'on n'a pas tellement la main là-dessus, c'est plutôt les administrateurs de l'entreprise qui doivent surveiller ça. Mais pour les utilisateurs classiques, il y a plein d'objectifs qui les touchent directement également. Par exemple, souvent les attaquants cherchent à obtenir de l'argent. Une manière de faire ça classique, c'est d'utiliser les attaques par phishing ou smishing. Le phishing, ça va être par email, le smishing, ça va être par SMS, il y a encore plein d'autres manières. Mais le but à la fin, c'est de nous faire rentrer des données personnelles, par exemple un mot de passe, des données bancaires ou des choses dans le genre, dans un environnement qui nous semble familier, un environnement qui aurait été copié à partir de quelque chose de connu, l'application bancaire de notre banque classique. Mais en fait, ce n'est pas vraiment la vraie application, c'est quelque chose qui appartient à l'attaquant et il faut vraiment être vigilant, surtout quand le mail nous semble bizarre, ne pas hésiter d'aller regarder l'adresse mail. Est-ce que dans tous les environnements de travail, on est automatiquement protégé avec les appareils qu'on nous prête pour notre usage professionnel ou est-ce que la vigilance doit être la même que dans notre environnement personnel ? Dans l'environnement personnel, il y a beaucoup plus de choses auxquelles il faut faire attention, surtout la mise à jour des systèmes. Il y a plein d'attaques qui se réalisent sur des systèmes qui ne sont pas mis à jour. En fait, grâce aux mises à jour, toutes les failles qui peuvent arriver sont réglées. Et très fréquemment, on retrouve de nouvelles failles qui sont réglées. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument dans sa vie personnelle, c'est garder ces systèmes à jour parce que sinon, on est à risque. Par contre, dans l'environnement de travail, avec un PC qui est fourni par Vinci ou par une entreprise, là, ce n'est pas nous qui avons à nous charger de ces mises à jour. Mais il y a quand même toujours des risques dans l'environnement de travail également. Par exemple, on parlait du phishing, c'est quelque chose qui n'est pas protégeable facilement par une entreprise. Et c'est à nous de faire la démarche de s'assurer de tout ça. Merci. Quelles sont les bonnes habitudes ou attitudes à adopter lorsqu'on parle de cyberhygiène ? Comment puis-je protéger mes appareils numériques ? Donc, on parlait des mises à jour, ça c'est le plus important. Également, il faut faire attention aux alertes lorsqu'il y a eu des attaques qui ont été réalisées. On va par exemple recevoir un mail d'une entreprise qui a été victime d'une cyberattaque
et qui va nous demander de changer notre mot de passe, par exemple. Il faut faire attention à ces mails et suivre les actions qui sont recommandées parce que sinon on est encore plus à risque. Un autre élément important, c'est de se poser des questions lorsque son PC ou un des appareils qu'on utilise a un comportement étrange. Ça peut être signe qu'il y a quelque chose qui se passe sur ce PC auquel il faut faire attention. À ce titre, j'ai un exemple personnel. Ma sœur, qui était sur son téléphone un jour, en perd le contrôle, voit les applications s'ouvrir et se fermer et là, l'application Spotify, s'ouvre et le hacker met une chanson en anglais, «I'm in control». Effrayant, n'est-ce pas? Mais, quel est l'objectif derrière? Quelles données, ces hackers recherchent avec ces attaques? Des données bancaires, des données d'identité? En fait, un des objectifs peut être simplement d'avoir le contrôle en lui-même. Par exemple, on parlait des attaques par déni de service. Une attaque par déni de service, en fait, c'est lorsque un système, par exemple un site gouvernemental ou une banque, va recevoir un tas énorme de requêtes et donc il va finir par être surchargé et il va plus être accessible pour les utilisateurs qui en ont besoin. C'est une attaque très classique et pour laquelle il n'y a pas beaucoup de protections qui sont possibles, donc ça arrive fréquemment. Donc si je résume, par rapport aux bonnes habitudes de la cyberhygiène, on parle de la mise à jour des systèmes. En tant qu'utilisateur ou utilisatrice, on peut se dire parfois en voyant une notification de demande de mise à jour, «Bon, c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine». Mais de ce que tu nous dis, les mises à jour ne sont pas là pour nous embêter dans notre quotidien, mais vraiment pour être, à jour, pour mettre à jour nos systèmes pour qu'on soit mieux protégés. Oui, c'est ça, tout à fait. Corriger toutes les failles qui vont arriver, il y aura toujours des failles, mais les systèmes sont mis à jour fréquemment pour régler toutes ces failles. Merci. En quoi le gestionnaire de mots de passe peut être une solution à un usage plus sécurisé du numérique? Donc, je vais prendre une situation classique. Imaginons que les systèmes d'un service de commande de nourriture se sont fait infecter. C'est pas très grave pour le système en lui-même. Ils vont dire bon, voilà, on a été infecté, il faut changer vos mots de passe. On peut changer son mot de passe pour ce système ou ne pas l'utiliser ou peu importe au final. C'était juste un service de commande de nourriture, c'est pas très grave. Mais pour un grand nombre d'utilisateurs, ce mot de passe qu'ils avaient utilisé pour ce service-là va être également utilisé pour d'autres systèmes, par exemple pour leur compte mail ou leur compte professionnel. Dans ce cas-là, on a tous des centaines et des centaines de comptes sur des services à tous les niveaux et on ne peut pas faire confiance à tous ces systèmes d'être parfaitement sécurisés. Et on ne peut pas non plus se faire confiance pour retenir tous ces mots de passe. C'est à ça que sert un gestionnaire de mots de passe. Enregistrer tous les mots de passe et également à les créer pour nous. Comme ça, les gestionnaires de mots de passe vont nous permettre de créer des mots de passe qui sont vraiment sécurisés, qu'on n'aura pas besoin de retenir nous-mêmes. Et justement, qu'est-ce que c'est un gestionnaire de mots de passe? Est-ce que tu, pourrais nous l'expliquer? Il y en a un qui est accessible à tout le monde, c'est celui qui est intégré à notre navigateur web. Par exemple, Google Chrome, lorsqu'on est en train de créer un compte, il nous propose « Oh, utilisez ce mot de passe-là ». Et il va nous demander ensuite « Voulez-vous enregistrer ce mot de passe ?» C'est déjà un gestionnaire de mot de passe. Celui-là est gratuit, accessible à tout le monde, est déjà bien sécurisé. Il a seulement quelques petits inconvénients parce que il est uniquement sur un navigateur, sur un PC. Mais il y a d'autres gestionnaires de mots de passe qui existent, qui ont l'avantage d'être partagés sur plein d'appareils et du coup on n'a pas besoin de passer d'un appareil à l'autre et d'aller prendre son mot de passe qui est enregistré sur un appareil et le retaper sur un autre. Il y a des services qui sont payants pour ça ou d'autres gratuits. L'avantage de ces services, c'est que ça fait un seul endroit où sont stockés nos mots de passe. On pourrait penser que c'est un risque, il y a un seul endroit attaqué. Mais comme ces systèmes sont particulièrement à risque, ils sont également particulièrement protégés. C'est des entreprises qui ont tout intérêt à sécuriser le plus possible leurs informations et à se tenir au courant de s'ils ont des problèmes au plus vite. Là où tous les services qu'on pourrait utiliser, et chaque fois qu'on va utiliser des mots de passe, c'est toujours plus de risques qui s'accumulent et qui vont poser problème un jour. Par exemple, si je me dis que demain, je vais utiliser le gestionnaire de mots de passe de Google, est-ce que c'est lui qui va automatiquement me proposer des nouveaux mots de passe à tous les sites internet que j'utilise ou bien il va falloir que j'identifie tous les sites internet que j'utilise et que je réeffectue la démarche de changer de mot de passe moi-même? Ça, c'est le problème, c'est qu'on a déjà des centaines de comptes et tous ces comptes, il faudrait, pour bien faire, les changer. On peut commencer petit à petit et utiliser un gestionnaire pour tous les nouveaux comptes qu'on existe, enregistrer les mots de passe pour les comptes qui sont déjà existants. Et certains gestionnaires de mots de passe nous affichent quels sont les comptes pour lesquels on a des mots de passe qui ne sont pas assez sécurisés et nous proposent d'aller changer ces mots de passe spécifiquement. Je ne sais pas si c'est le cas de celui de Google, mais c'est en tout cas le cas de celui d'Apple.
Et justement, on parlait de ces mots de passe. Tu disais que lorsque l'on utilise un gestionnaire de mots de passe, ce dernier allait lui-même nous proposer un mot de passe sécurisé. Donc, je n'ai jamais à créer moi-même un mot de passe sécurisé. Oui, c'est ça. En fait, l'être humain est très mauvais pour créer des bons mots de passe parce que pour créer un bon mot de passe, il faut quelque chose d'aléatoire. Sinon, dès qu'on va avoir un mot de passe qui réutilise des choses, par exemple, on met le même début pour tous les mots de passe et puis on ajoute un certain chiffre en fonction, en fait, ça se retrouve assez facilement et l'attaquant pourra simplement reprendre, oh tiens, il y a un chiffre, oh je vais tester avec le chiffre suivant. Ça pose aucun problème pour un attaquant. Donc, avec un gestionnaire de mots de passe, les mots de passe sont réellement aléatoires et donc il n'y a pas de pattern qui serait retrouvable. Merci. On entend beaucoup parler des systèmes d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la sécurité des appareils numériques ou plutôt une mauvaise nouvelle? Est-ce que cela change quelque chose à la sécurité des appareils numériques? Je vais prendre pour ça un cas réel qui est arrivé cette année d'une attaque. Un employé d'une entreprise reçoit un mail l'invitant à un appel avec son directeur financier. Il rejoint l'appel et il voit dans cet appel tout un tas de personnes. Mais il s'était déjà dit, tiens, ça avait l'air bizarre parce que ça parlait d'une transaction secrète. C'est étrange. Mais quand il a rejoint l'appel et qu'il a vu toutes ces personnes qu'il connaît de l'entreprise, il s'est dit que ça devait être bon. À la suite de cet appel, il a réalisé une transaction de 25 millions de dollars. À la suite de ça, il s'est rendu compte que le mail qu'il avait reçu était un cas de phishing, ce n'était pas un vrai mail, et en plus de ça, toutes les personnes qui étaient dans l'appel, où il était également, étaient fausses. En fait, avec l'intelligence artificielle, les attaquants avaient pu imiter la caméra, la tête et la voix de toutes ces personnes qu'ils connaissaient. C'est ce qu'on appelle les technologies de deepfake. Lorsque on va créer l'image et une vidéo en fait de quelqu'un en réutilisant des vidéos. Donc, ce que tu nous dis finalement, c'est que ces systèmes d'intelligence artificielle qui se démocratisent, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour la sécurité de nos appareils. En tout cas, pour le cas des menaces de phishing, de smishing dont on a parlé tout à l'heure, cela permet d'aller encore plus loin dans la vraisemblance de ce que l'on va recevoir en tant qu'utilisateur, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ces technologies ont plein d'autres avantages sur le côté, mais la technologie de manière globale évolue tout le temps et avec les technologies qui changent, les attaques changent également. Et ce type d'attaque dont je parle n'est pas encore fréquent, c'est pas quelque chose qui arrive, ça demande beaucoup de ressources et beaucoup de préparation forcément, mais les risques évoluent. Une solution pour ce genre de problème, ça serait de repasser à plus de vérification orale, ou si c'est pas possible, d'utiliser plusieurs moyens numériques simultanés, de par exemple faire un appel Teams, mais également envoyer un SMS pour s'assurer qu'on parle à la bonne personne. Où est-ce que je peux trouver de l'information fiable pour me renseigner sur ces usages sécurisés du numérique quant à la sécurité des appareils? Le gouvernement a mis en place une page web qui s'appelle cfunweb, cfunweb.be, qui recense tout un tas d'articles et tout un tas d'informations sur la sécurité des appareils. Par exemple, ils vont nous annoncer qu'il y a eu une attaque récente qui concerne tout un tas de personnes, et c'est là qu'on pourra avoir l'information. Tiens, grâce à ça, je sais que je dois faire plus attention avec ce service, par exemple. Merci Sébastien Strebel d'avoir participé à ce podcast consacré aux enjeux de la transition numérique et au cadre de référence européen DIGCOMP 2.2 proposé par le Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Merci à vous d'avoir exploré avec nous ces enjeux du XXIe siècle. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et le diffuser autour de vous.